Qui n'a jamais vraiment rêvé de tout plaquer pour partir vivre son rêve dans un autre pays? Beaucoup l'ont rêvé, peu l'ont vraiment réalisé. Je ne pensais jamais quitter ma ville natale, ni mon cercle familial non plus. Je me suis retrouvée à travailler en Suisse. Et à partir de là, on a eu comme un espèce de déclic. C'est quand même fou. La Suisse coche nos critères. C'est à 2 heures de chez nous et on n'y a même pas pensé. On commence à se renseigner et puis on décide d'y aller. Tout simplement parce que je pense que c'est le meilleur moyen de se faire une idée, c'est d'aller sur place. Alors c'est vrai qu'il y a un engouement certain pour la Suisse. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont envie de quitter la France. Après, je pense que la langue commune, en tout cas en Suisse romande, fait que ça facilite cette transition. Mais malgré tout, il y en a énormément qui sous-estiment les défis que peut engendrer l'expatriation, qui manquent de préparation et qui se lancent comme ça. Et finalement, une fois sur place, c'est un petit peu la douche froide. Tu as mentionné, toi, d'avoir fait 52 candidatures sans succès pendant 6 mois. Alors après, tu as effectivement décroché un job. Parce qu'il y a aussi une dimension émotionnelle très forte. On doit aller chercher des ressources des fois. Qu'est-ce qui se passait vraiment en toi pendant cette période au niveau émotionnel? Et puis en fait, mon profil, il avait rien d'exceptionnel. Je parlais pas allemand, mon anglais était très moyen, j'avais pas le certificat RH, j'étais non résidente. Sur le papier, clairement, moi aujourd'hui, je reçois mon dossier, je me recrute pas. À un moment donné, on continue quand même. Parce qu'on se dit, il faut pas lâcher, faut essayer quand même de trouver la force pour continuer. Et puis à l'époque, j'avais pas d'intérêt pour le développement personnel, en tout cas le même intérêt que j'ai aujourd'hui. Et je pense que c'est dommage parce que le développement personnel apporte vraiment des ressources pour nous aider en fait, même mentalement, à appréhender les situations de manière différente, à voir les choses sous un autre angle. Et puis, c'est comme ça qu'est née un petit peu cette envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et en réfléchissant un petit peu à mon parcours, il y a eu toute cette phase de candidate et puis après de recruteuse. Et je me suis dit, c'est ça en fait que j'ai envie de faire. J'ai eu une espèce d'intuition et à me dire, j'ai envie d'aider en fait les candidats pour éviter qu'ils traversent les mêmes difficultés que moi. Et de faire en sorte qu'ils comprennent mieux les attentes des recruteurs pour pouvoir justement faciliter leur recrutement. Bonjour la communauté, c'est Arnaud et Stéphane et vous êtes sur Ciel, le podcast qui décode l'intelligence émotionnelle et le leadership. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Christine. Bonjour Christine. Bonjour Arnaud, bonjour Stéphane et bonjour à vous tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Merci à toi d'être avec nous. Qui n'a jamais vraiment rêvé de tout plaquer pour partir vivre son rêve dans un autre pays? Beaucoup l'ont rêvé, peu l'ont vraiment réalisé. Et aujourd'hui, on va aborder ce sujet d'importance pour notre invité, pour toi Christine. Parce que tu es personnellement concerné par l'expatriation et la transformation personnelle que cela t'a apporté. Et Stéphane et moi, ça nous concerne aussi parce qu'on est tous les deux expatriés et ça donne une dimension particulière à cette conversation d'aujourd'hui. Et c'est vraiment ça, Arnaud. On a vécu ce grand saut, ces défis d'adaptation, cette transformation intérieure qui justement amène aussi l'expatriation. C'est un parcours émotionnel quand même assez intense et qui fait souvent émerger des ressources qu'on pensait pas avoir en nous. Et puis pour en parler, on va justement échanger avec notre invitée, Christine Fuentes, dont le parcours, il fait écho avec le nôtre parce que, elle a vécu des choses très similaires avec sa propre, je dirais, avec son propre vécu, avec sa propre singularité. Et pour vous, dans la communauté, si vous êtes nouveau ici, on publie chaque mois un nouvel épisode et où on partage justement nos connaissances. On invite des personnes inspirantes, comme Christine aujourd'hui, et ça pourrait être toi aussi. Ces personnes qui vivent des expériences fortes, des défis personnels, qui ont ou même professionnels, et dans lesquels chacune et chacun peut se reconnaître. Ce qui est important, c'est qu'on partage avec nous leurs moments clés, les épreuves, les apprentissages, déjà pour nous inspirer, mais aussi pour nous faire grandir et nous rappeler simplement, j'ai envie de dire, notre humanité commune. Alors, n'hésitez pas à activer la cloche pour ne rien manquer et à nous écrire si vous voulez participer, par exemple. Et si vous souhaitez partager votre expérience, vous êtes les bienvenus. On aura l'occasion de partager comme on le fait aujourd'hui avec Christine. Alors, aujourd'hui, pour ce voyage dans l'expatriation et la transformation personnelle, on a prévu ça en 4 étapes. D'abord, on va voir avec Christine son parcours de la France à la Suisse et aujourd'hui au sud de l'Espagne où elle vit maintenant, les défis émotionnels qu'elle a traversés, du désert qu'elle a vécu aussi, tout ça dans son parcours, de la naissance de son entreprise, ton job en Suisse et comment elle accompagne maintenant les personnes à distance et peut-être les outils émotionnels qui t'ont aidé Christine
et que tu vas partager avec nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, effectivement, on va essayer de répondre à cette question essentielle. Ça va être notre fil conducteur aussi pour ce podcast. Comment l'expatriation peut-elle devenir un vrai catalyseur de transformation personnelle et professionnelle? C'est une question qu'en notre qualité d'expatrié, on s'est tous déjà posé à un moment ou à un autre de notre parcours, et Christine, notre invitée, va nous éclairer sur cette expérience riche et intéressante. Alors Christine, tu es la fondatrice, je lis, de ton job en Suisse et de la communauté Swiss Connection. Tu as vécu une expérience frontalière en Suisse, puis tu as poursuivi ton aventure vers le sud de l'Espagne où tu vis actuellement. Encore une fois, bienvenue dans ce podcast et tu as accepté de partager avec notre communauté aussi l'autre côté du miroir. Alors, si tu es d'accord, pour notre communauté, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire un peu qui tu es pour qu'ils sachent qui c'est qu'on a en face de nous? Oui, bien sûr. Merci en tout cas, Stéphane et Arnaud, pour votre invitation. Je suis vraiment très heureuse d'être là aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est assez drôle parce que cette fois, c'est moi qui suis de l'autre côté du micro. D'habitude, c'est moi qui interviewe des experts. Donc là, je suis d'autant plus ravie de pouvoir à mon tour partager mon histoire. J'ai pas souvent l'occasion de le faire, en espérant qu'elle résonne auprès des auditeurs. Alors moi, je suis française. Je ne pensais jamais quitter ma ville natale, qui est Lyon, ni mon cercle familial non plus. Et puis finalement, je me suis retrouvée à travailler en Suisse. Et comme tu l'as dit, Arnaud, je vis aujourd'hui au sud de l'Espagne. Comme quoi, la vie est pleine de surprises. Et c'est vrai qu'en connectant avec vous deux, tout de suite, vos parcours aussi d'expatriation ont fait écho au mien. Et c'est aussi ce qui m'a donné envie de pouvoir participer à cet épisode. Merci Christine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, raconte-nous un peu ton parcours tu as dit que tu étais de Lyon, de tes origines jusqu'à ton installation actuelle justement en Espagne, en passant justement par aussi ton expérience avec la Suisse où tu étais frontalière, si je ne m'abuse pas. Qu'est-ce qui t'a poussé à ces différents sauts que moi je dis courageux dans l'inconnu? Oui, c'est vraiment ça en plus, c'est vraiment l'inconnu. Alors moi, je suis originaire de Lyon, comme je l'ai dit. J'ai débuté ma carrière en tant que conseillère de vente dans une parapharmacie, donc vraiment rien à voir ni avec les RH, ni avec le recrutement, ni avec ce que je fais aujourd'hui. Après quatre ans en poste, donc j'ai entamé un bachelor RH en France. Et puis j'ai tout de suite été recrutée à l'issue, donc dans le cadre d'une mission temporaire au sein d'une grande multinationale dont le siège est basé à Lyon. Et c'est vrai que à l'époque, j'avais 27 ans, j'étais en couple avec mon compagnon qui aujourd'hui est devenu mon mari. Et puis c'est vrai qu'on était assez jeunes, on a toujours eu un petit peu cette envie d'expatriation. Mais on avait quand même des critères bien définis, notamment on voulait que ce soit un environnement francophone, on voulait aussi pouvoir, on va dire, explorer une nouvelle culture. Et en fait, notre premier choix, c'était pas la Suisse, bizarrement, c'était le Canada. Donc à partir de ce moment-là, on est parti en vacances là-bas à Montréal, parce que je suis du genre un petit peu à bien préparer les choses avant de me lancer quand même. Puis les vacances étaient super, mais à aucun moment on s'est projeté réellement là-bas. Je pense qu'il y avait deux gros freins principaux qui ont fait qu'on n'est pas allé, on s'est pas lancé dans ce projet. C'est principalement l'éloignement avec nos proches, et puis le climat. Je pense que j'aurais pas supporté les hivers là-bas. Euh, donc finalement, voilà, on rentre de vacances, un petit peu le projet tombe à l'eau, on est forcément un petit peu déçus. Et puis quelques jours après, on était invité à un mariage d'amis. On était invité à un mariage d'amis, et puis on se retrouve à la table des amis. Et là, mon compagnon discute avec une autre personne qui était frontalière en Suisse. Et à partir de là, on a eu comme un espèce de déclic, et on s'est dit, c'est quand même fou, la Suisse coche nos critères, c'est à 2 heures de chez nous et on n'y a même pas pensé. Donc à partir de là, on commence à se renseigner, on se documente, on lit beaucoup d'informations sur la Suisse, on essaye de comprendre la différence de culture, le système, et puis on décide d'y aller, tout simplement parce que je pense que c'est le meilleur moyen de se faire une idée, c'est d'aller sur place. Donc on va sur place, on essaye de visiter plusieurs cantons et on se sent bien. En fait, on se sent tout de suite bien dans cet environnement qui est différent du nôtre. Le cadre est magnifique. Les locaux sont aussi bienveillants. Voilà, c'est comme un ressenti. C'est difficile des fois à expliquer, mais en tout cas, on s'est dit, bah oui, en fait, effectivement, ce sera pas le Canada, mais ça sera la Suisse. Et puis,
Et puis, finalement, on se lance dans cette phase de recherche d'emploi. La Suisse, ça nous a permis de concrétiser plein de projets personnels. On s'est mariés, du coup. On a fait beaucoup d'investissements immobiliers aussi. Et puis on a voyagé. Donc vraiment, on a vécu de belles années comme ça. Et après, le choix de l'expatriation en Espagne est arrivé parce que le climat, tout simplement, c'est vrai que c'était quand même assez important pour nous de pouvoir vivre dans un climat qui est relativement doux toute l'année. Et en fait, à un moment donné, donc je suis tombée enceinte. Moi, dans ma tête, c'était assez clair que je voulais pas continuer à travailler en étant maman, en tout cas au tout début, premières années. Et donc, en fait, j'ai décidé de mettre en pause ma carrière pour justement élever mon fils. Et le projet d'expatriation en Espagne est arrivé 2 ans après. Pour nous, c'était le bon moment finalement de se lancer là-bas. Et puis une fois ici en Espagne, après 4 ans à 100% dans mon rôle de maman, j'ai eu envie de reprendre une activité sans pour autant retomber dans le salariat. Je voulais quand même garder une certaine liberté, une certaine flexibilité. Et puis, c'est comme ça qu'est née un petit peu cette envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et en réfléchissant un petit peu à mon parcours, aux difficultés que j'avais rencontrées justement dans le cadre de ma recherche d'emploi en Suisse en tant qu'étrangère, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire pour aider les candidats qui ont aussi ce projet de vie et qui rencontrent les difficultés que moi-même j'ai pu rencontrer à l'époque. Waouh, Christine. Bah, ton parcours, il est fascinant. On peut déjà deviner derrière ce que tu nous expliques, tous les moments aussi de doute émotionnel. On reviendra un peu là-dessus. C'est pas aussi simple que ça y paraît. Évidemment, ça fait rêver parce qu'on pense au soleil. Donc, je trouve que ton parcours, il est vraiment fascinant. Puis, tu sais, en tant qu'expatrié, nous-mêmes, on comprend par où tu as passé, où tu passes encore, très certainement pour certaines choses. Mais avant d'approfondir ton expérience, j'aimerais partager quelques données qui montrent aussi que toi, tu connais probablement déjà, mais qui montrent l'ampleur de ce phénomène d'expatriation ou de frontalier, si on préfère. Si on parle de la Suisse maintenant, il y a une étude récente qui, de plus de 200 000 Français sont actuellement installés en Suisse. Hein, c'est quand même un nombre assez significatif. Et en plus, ce chiffre, il augmente de 5% chaque année. Ça, c'est une première chose. Et ce qui est aussi frappant, et puis ça rejoint ce que tu disais, c'est que 65% des expatriés, ils rapportent justement d'avoir traversé une période de crise identitaire, professionnelle, dans les 6 premiers mois. Ce qui est ce qui résonne aussi chez nous, c'est que selon l'Office fédéral de la statistique, il y a 40% des expatriés qui arrivent en Suisse qui mettent en moyenne 7 mois pour trouver leur premier travail. Donc, je pense que tu vas pouvoir aussi nous parler un peu de ton expérience, combien de temps ça t'a pris pour trouver ton job. Et cette période de recherche, génère un stress, ça a un impact sur la santé mentale, sur son bien-être, les relations familiales. Peut-être que toi, ça t'a aussi impacté avec ton conjoint. Et ça, c'est des réalités qu'on connaît bien aussi avec Stéphane parce qu'on l'a vécu en arrivant dans les pays qu'on est aujourd'hui. Du coup, toi, Christine, quand tu entends ces chiffres, comment ton expérience personnelle et les échanges que tu as avec ta communauté s'inscrivent dans cette tendance par rapport aux Français qui vont en Suisse et cette recherche d'emploi? Alors c'est vrai qu'il y a un engouement certain pour la Suisse, c'est sûr. Il augmente chaque année. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont envie de quitter la France. Je pense qu'il y a aussi beaucoup ça. C'est même pas un choix pour la Suisse, c'est aussi cette volonté finalement de quitter la France. Après, je pense que la langue commune, en tout cas en Suisse romande, fait que ça facilite en tout cas cette transition. Mais malgré tout, il y en a énormément qui sous-estiment les défis que peut engendrer l'expatriation, qui manquent de préparation et qui se lancent comme ça. Et finalement, une fois sur place, c'est un petit peu la douche froide. Donc, c'est vrai que sur les réseaux, on entend beaucoup que la Suisse, c'est un Eldorado, il y a tous les avantages qui sont mis en lumière, mais il faut pas oublier de regarder l'autre face, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des avantages à vivre ou à travailler en Suisse. C'est un marché qui est très exigeant. Et ça, je pense qu'on le sous-estime aussi. La recherche d'emploi peut être très longue. Alors moi, j'ai mis 6 mois, mais finalement, c'est pas si long que ça. Sauf qu'à l'instant, enfin, c'est avec le recul que je l'ai compris. Moi, sur le moment, je trouvais que ça me paraissait une éternité. Mon mari lui a trouvé au bout de 5 mois. Donc finalement, on a eu un temps de recherche relativement similaire. Ça nécessite une vraie volonté de s'intégrer, aussi une ouverture d'esprit et puis aussi le fait de s'adapter relativement
facilement, de faire preuve aussi d'humilité en se disant qu'on vient dans un pays qui n'est pas le nôtre, donc on n'a pas les mêmes références culturelles, on n'a pas les mêmes valeurs forcément, on n'a pas le même mode de vie, on n'a pas le même système, enfin tout est nouveau. Et ça, je pense qu'on le sous-estime vraiment en tant qu'étranger, de par la langue qui peut sembler très familière, même s'il y a quand même des petites nuances. Donc, je pense que la clé, c'est vraiment de bien se préparer, de se renseigner, d'essayer vraiment de s'imprégner de la culture, d'échanger avec des personnes qui sont sur place, de si, pourquoi pas, solliciter des retours d'expérience, parce que je trouve que c'est très précieux, ça aussi, pour acquérir de l'information, de la connaissance et puis se faire une idée. Donc, et puis accepter les règles du jeu, c'est-à-dire que au niveau professionnel, le marché de l'emploi, il est complètement différent du marché français. Il y a plein de choses, ne serait-ce qu'au niveau de la durée du temps de travail qui est différente, le nombre de semaines de congé qui est différent, la culture aussi de travail qui est différente. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut, à mon sens, c'est primordial de bien les conscientiser pour prendre une décision qui soit éclairée et éviter justement peut-être ces périodes de désillusion où on se dit oui, en fait, là je me sens mal, je me sens pas intégrée, mais peut-être parce qu'on avait sous-estimé en fait cet impact-là. Donc c'est un processus qui prend du temps, qui est exigeant. Je pense qu'il faut aussi être au clair avec ça et l'accepter et se dire que si je me lance, eh ben je sais à quoi je m'attends, je suis prêt en fait à surmonter les obstacles que je vais pouvoir rencontrer en chemin. C'est faire preuve aussi de beaucoup de résilience et de se dire que c'est un processus. Donc voilà, il faut passer par des étapes et en tout cas, il faut rester toujours avec cette envie de réussir et de faire en sorte de bien s'intégrer. Et pour moi, c'est vrai que je dis toujours aussi aux candidats, quand il y a des moments de doute qui arrivent et on les vit tous, parce que ça, c'est normal, une fois de plus, ça fait partie du processus, toujours se raccrocher à leur pourquoi, à leur motivation initiale. Qu'est-ce qui a fait qu'au départ, ils ont eu envie de se lancer dans ce projet? Et souvent, quand on creuse, il y a quelque chose de très fort qui fait que, OK, je suis prêt en fait à surmonter tout ça, parce que je sais que la finalité, elle sera belle. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui donne parfois dans les moments un petit peu de bas, qui donne aussi la force de pouvoir continuer. Alors, tu vois, Christine, c'est super intéressant parce que tu as mentionné, enfin, dans les échanges qu'on a eus, là, tu as parlé aussi de l'aspect, toute la difficulté, hein, de se projeter. Tu as mentionné, toi, d'avoir fait 52 candidatures sans succès, hein, pendant 6 mois. Alors après, tu as effectivement décroché un job. Et alors, on a vu l'aspect plutôt, je dirais, formel, technique, etc. Et en même temps, c'est quand même, moi, j'aurais souhaité aussi qu'on plonge au cœur de cette traversée du désert, parce qu'il y a aussi une dimension émotionnelle très forte, où on doit aller chercher des ressources des fois. Et je pense que les gens que tu accompagnes, comme toi, mais là, ce serait plutôt toi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'est-ce qui se passait vraiment en toi pendant cette période au niveau émotionnel. Alors c'est vrai qu'au départ, on est plein d'espoir. Au départ, on se sent invincible et au départ, on se dit ça va être facile. Vraiment, c'est ce que je me suis dit. Et quelle erreur avec le recul. Parce que je me suis dit ça va être facile parce que j'ai fait ce qu'il faut, je me suis renseignée, je me suis préparée, je me sentais confiante en fait. Sauf que à un moment donné, on se confronte aussi au marché. On commence à envoyer des CV et on voit qu'on n'a pas de réponse ou alors qu'on a des refus. Au début, ok, on peut l'accepter, mais quand ça devient récurrent, là, ça commence vraiment à devenir pesant. Là, on commence à se poser des questions et on commence à se dire est-ce que j'ai bien fait? Parce que c'est vrai que quelque chose que j'ai pas mentionné avant, c'est que moi, on me proposait un CDI, donc un poste fixe, en fait, après ma mission temporaire sur Lyon. Et j'ai refusé le CDI, alors que, en soi, quand on est jeune diplômé, on n'a qu'une envie, c'est de se faire embaucher et surtout dans ce genre de structure. Moi, j'ai refusé ça pour tenter l'aventure à l'étranger. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai bien fait? Il y a plein de questions qui viennent en tête. Et puis, à force d'accumuler les refus, ça vient impacter aussi la confiance en soi. On commence à se dire, mais qu'est-ce qui cloche? Moi, je comprenais pas. Je pense que j'étais aussi très naïve à l'époque. J'avais un bachelor RH français et je voulais travailler en RH en Suisse. Mais évidemment, les lois ne sont pas les mêmes. Donc, en fait, je repartais je repartais de zéro sans même trop en avoir conscience. Pour moi, c'était pas un souci où je me disais, moi, je suis capable d'apprendre sur le tas. Donc, je vais y arriver.
Sauf que côté employeur, c'est pas du tout le même discours qu'ils tiennent et ce qui est logique. Et aujourd'hui, une fois en poste, je l'ai compris évidemment. Mais c'est vrai que finalement, je voyais pas le problème. Donc, je candidatais de la mauvaise façon en plus, mais ça c'est pareil. Sur le coup, je ne savais pas que c'était pas ce qu'il fallait faire. On nous a jamais vraiment appris à chercher un job efficacement. À l'époque, c'était ok, tu vas sur les sites, tu réponds aux offres et puis tu envoies ton CV, quoi. Ça s'arrête là. Aujourd'hui, il y a quand même plein de choses à mettre en place pour avoir une posture beaucoup plus active de sa recherche d'emploi. Donc, en fait, je pense que j'ai clairement sous-estimé la difficulté de trouver un job là-bas. Le marché est très exigeant. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de concurrence. Et puis, en fait, mon profil, il avait rien d'exceptionnel, hein. Donc, je parlais pas allemand, mon anglais était très moyen, j'avais pas le certificat RH, j'étais non résidente. Je vivais du coup à Lyon. Enfin, sur le papier, clairement, moi aujourd'hui, je reçois mon dossier, je me recrute pas. Donc ça a été très difficile. Et puis en fait, finalement, je m'étais dit quand même, je m'étais fixé en fait une échéance. Si jamais à telle date, je n'ai toujours pas trouvé, je ferai en sorte d'investir dans le fameux certificat RH. Parce que mon projet, il était quand même très clair. On avait envie de travailler, seulement je me suis bien rendu compte que c'était un frein pour moi de ne pas avoir ce papier. Et finalement, donc l'échéance était en septembre. J'ai trouvé mon job en juillet, ce qui fait que je n'ai pas passé ce certificat. Des fois, la vie, elle est bien faite, hein. Il y a des des choses comme ça qui qui font que ça fonctionne bien. Bah, en fait, on a c'est vraiment passionnant ce que tu nous racontes parce qu'on a tous les 3 vécu cette expérience de recommencer à zéro dans un nouveau pays. Heu, pour Stéphane et moi qui sommes suisses, d'entendre, ton parcours de l'autre côté, c'est très particulier, je trouve. Je sais pas toi, mais on a tous ce moment difficile où tu touches le fond, tu as parlé de doute, où tu dis: «Est-ce que j'ai fait le bon choix?» Il y a plein d'émotions qui vont venir. Toi, tu te rappelles un moment précis où tu t'es trouvé dans cette situation, tu t'es dit: «Waouh, je suis au fond du bac, ça va pas» et tu as trouvé comment la force de continuer en fait, de: «Allez, je persévère, j'ai cette résilience pour avancer»? Alors c'est vrai que la perte de confiance, elle était là. À un moment donné, on s'est dit: «On va aller déposer notre dossier en direct auprès des agences de placement». Grosse erreur une fois de plus, mais sauf qu'on n'en avait pas conscience. Et en fait, cette journée-là, elle a vraiment été particulièrement difficile parce que on prend un peu son courage à deux mains. Déjà, c'est pas évident d'aller justement démarcher un petit peu, c'est un peu ça, proposer son dossier. Donc on le fait. On commence par une agence, on nous dit que non, qu'en fait ils prennent pas les dossiers, qu'il faut postuler en ligne. Deuxième fois, pareil. Et en fait, on est sorti de cette journée parce qu'on en a fait plusieurs et à chaque fois c'était non, postuler en ligne. On n'a pas le temps de vous recevoir, ce qui est logique. Et en fait, moi, je suis ressortie de cette journée, mais complètement démoralisée, complètement abattue et me dire, mais en fait, on n'y arrivera jamais, quoi. Mais tout ça parce qu'on avait, une fois de plus, pas la bonne approche. Et en fait, j'ai quand même réussi à avoir quelques entretiens, très peu, mais rien que le premier appel, c'est vrai quand on voit l'indicatif plus 41, là, forcément, c'est waouh, qu'est-ce qui se passe? Donc là, ça fait partie justement des petits moments qui redonnent espoir parce qu'on se dit, ah, il y a quand même eu un petit quelque chose, quoi. Je suis pas restée bloquée à la barrière de présélection. Là, il y a quand même eu, voilà, un premier contact. Finalement, j'ai fait 2 entretiens qui n'ont pas abouti. Et puis, j'ai même accepté en fait des missions temporaires qui n'avaient rien à voir finalement avec mon projet initial. Donc, je me suis retrouvée à faire des postes d'hôtesse d'accueil qui ont duré très peu de temps en fait, parce que je me disais, en faisant ça, peut-être qu'après l'agence de placement va me proposer autre chose. Et en fait, il n'y a jamais rien eu, quoi. Donc, ça a été difficile parce qu'en fait, ces expériences m'ont pas apporté grand-chose. Ce n'est pas des choses que j'ai pu valoriser non plus sur mon CV. C'était pas significatif. C'était en plus incohérent par rapport à ce que je recherchais. Donc en fait, voilà, je pense que à un moment donné, ben, on continue quand même parce qu'on se dit, il faut pas lâcher, hein, faut essayer quand même de trouver la force pour continuer. Et puis à l'époque, j'avais pas d'intérêt pour le développement personnel, en tout cas le même intérêt que j'ai aujourd'hui. Et je pense que c'est dommage parce que le développement personnel apporte vraiment des ressources pour nous aider en fait, même mentalement, à appréhender les situations de manière différente, à voir les choses sous un autre angle, et puis à se reconcentrer aussi finalement sur soi et se dire que
On a les capacités, il faut croire en nous aussi et puis il faut se donner les moyens de rien lâcher. Donc effectivement, je pense que là, avec le recul, je comprends mieux ce qui n'a pas été pendant cette période. Mais en tout cas, j'ai essayé malgré tout d'avancer malgré les obstacles. Et c'est vrai que des petites victoires qu'il y a eu au passage m'ont beaucoup aidé aussi. D'être dans l'action, quoi, en fait, quand même, malgré tout, quoi. Exactement. Ouais, de mettre des choses en place, ouais, ça me parle beaucoup, je pense à Arnaud aussi, on connaît bien ça. On connaît bien ça, c'est vrai. Et puis d'ailleurs, pour revenir à notre question finalement centrale, hein, comme j'ai dit, c'est notre fil rouge. Comment l'expérience de travail frontalier en Suisse peut devenir un catalyseur de transformation. Aujourd'hui, tu accompagnes des gens qui sont dans cette démarche-là. Quelles qualités ou ressources intérieures que peut-être que tu n'avais pas forcément conscience ou même tu ignorais, euh, tu as mobilisé durant tes premiers temps en Suisse. Une fois que tu y étais, bah, je pense qu'il y a eu un peu, je vais peut-être dire une chose forte, mais le choc des cultures. Quelles sont vraiment je dirais les ressources que tu as mobilisées dans un premier temps en Suisse pour t'adapter? Alors c'est vrai qu'une fois en poste, alors c'est l'euphorie, hein, c'est beaucoup de joie, c'est un grand soulagement aussi. Mais en fait, je m'attendais pas à ce que les débuts soient aussi difficiles. A été, ça a été une période que vraiment pour laquelle j'ai pas un très bon souvenir, toute la période d'essai qui a duré 3 mois parce que, je suis arrivée à une période où l'activité était très forte. J'ai eu une intégration qui a été, très courte, finalement une phase d'intégration très courte. Il fallait que je sois opérationnelle assez rapidement, sauf que tout était nouveau pour moi. Nouveau pays, nouvelles lois, nouvelles conventions collectives, nouveaux collègues. Et en fait, je pense qu'il y a eu un trop-plein que j'ai pas su en fait gérer. Il y avait beaucoup d'heures de travail aussi de mon côté pour justement pouvoir un petit peu assumer la charge de travail qui était là. À plusieurs reprises, je me suis dit, est-ce que j'ai bien fait d'accepter? Alors que ça faisait quand même 6 mois que j'attendais que ça. Et je me suis dit, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je vais réussir à m'intégrer? Est-ce que je vais y arriver une fois de plus, en fait? Est-ce que je vais réussir à faire mes preuves? Enfin voilà, c'était aussi un mélange de questionnements. Et puis, je me rappelle en tout cas de cette période, et c'est vrai que c'est pas évident même de se remémorer tout ça. J'allais le matin au travail et j'avais la boule au ventre parce que je me sentais pas bien en fait finalement à ce poste. C'était pas l'idée que je m'en refaisais en tout cas. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure, on commence à se dire ah ben on n'arrive pas à tenir les délais, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on doit faire. Il y a aussi la confiance qui en prend un coup malgré tout parce qu'on se dit mais en fait est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que je suis nulle parce que j'arrive pas à absorber tout ça? Donc une fois de plus, c'est beaucoup de questions. Et puis, je pense que vraiment ce qui m'a aidée, c'est ma persévérance. Je me suis dit: «Non, on t'a donné l'opportunité, ne gâche pas tout, parce que j'ai pas envie de retomber après à nouveau dans cette période de recherche. On m'a donné ma chance, donc maintenant c'est aussi à moi de serrer un peu les dents, même si ça a été difficile et de me dire: "Je sais pourquoi je suis là une fois de plus, je sais pourquoi je le fais, accroche-toi, ça va aller"». Et puis finalement, alors c'est toujours un peu délicat parce qu'on se dit à quel moment est-ce qu'il faut vraiment s'écouter et à quel moment il faut tenir bon. Là, pour moi, je me sentais que j'avais quand même les ressources pour tenir bon. Et puis finalement, après la période d'essai, on prend nos marques. Ça se passe de mieux en mieux aussi. On fait ses preuves, on sent que bah voilà, on est content de notre travail. Et ça aussi, ça rassure, ça nous fait tenir malgré le rythme qui était très soutenu. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment la persévérance. Après, cette expérience m'a aussi appris que justement, avec un enfant, je ne voulais pas avoir ce rythme-là de vie. Euh, pour moi, je pense que j'ai vraiment réalisé à ce moment-là que c'est ma famille, ma priorité. À l'époque, j'avais pas d'enfant, donc c'était OK pour moi en fait de travailler, de faire des heures. Il y avait aucun souci. Je savais une fois de plus pourquoi je le faisais. Mais après ça, je savais que la priorité serait donnée à ma famille, à mes enfants. Et c'est aussi pour ça que finalement, je pense que ma valeur famille passe avant ma valeur argent. Même si aujourd'hui, finalement, j'ai des revenus qui sont inférieurs à ceux que je pouvais avoir en Suisse, je suis vraiment en phase avec ça et je le vis très bien. C'est vraiment le pourquoi que tu racontais au début, de revenir à son pourquoi fort qui va te driver, te faire avancer. T'es arrivé sur ce poste RH, ça a été 6 mois difficiles, comme je comprends, les 3 mois de temps d'essai, puis après, ben, il y a encore un petit moment d'adaptation jusqu'à ce que tu trouves vraiment tes marques dans l'environnement de travail et bah, dans ce pays qui est pas vraiment le tien, d'une certaine manière, même si on parle la même langue. Ben, moi, je le vis ici aussi. Je suis plutôt de l'autre côté, dans un pays français, et tu vois vraiment que c'est pas la même mentalité. Il y a des choses qui sont différentes. Tu dois t'adapter.
Tu serais d'accord de nous raconter un peu ce tournant quand tu as eu ce déclic d'accompagner d'autres personnes qui cherchaient du travail en Suisse? Ouais, mais en fait, donc une fois en Espagne, voilà, après 4 années dans mon rôle de maman, je me suis dit: «J'ai envie de faire autre chose». J'ai commencé à réfléchir un petit peu à mon parcours, donc sachant que j'ai fait d'abord donc voilà, quelques années dans la vente de produits cosmétiques et puis après il y a eu ce bachelor RH. Il y a eu toute cette phase de candidate et puis après de recruteuse et je me suis dit: «C'est ça en fait que j'ai envie de faire». J'ai eu je sais pas, j'ai eu un comme une espèce d'intuition et à me dire, j'ai envie d'aider en fait les candidats pour éviter qu'ils traversent les mêmes difficultés que moi. C'était surtout ça aussi moi ma mission, c'était, de faire en sorte qu'ils comprennent mieux les attentes des recruteurs pour pouvoir justement, faciliter leur recrutement et je me suis faite accompagner aussi parce que finalement, l'entrepreneuriat, moi, c'est un monde que je ne connaissais mais pas du tout. Tout ce qui est marketing, pour moi, c'était vraiment des notions que je ne maîtrisais pas, des compétences que j'avais pas, et puis, je pense qu'une fois qu'on est vraiment animé par ça, en fait, on se lance sans trop de questions, tout en cadrant quand même un peu les choses, mais on y va et puis après on essaye de voir, est-ce que vraiment moi j'ai commencé à créer du contenu sur LinkedIn, en fait, pour commencer justement à donner des conseils aux candidats, par ce canal et puis, j'ai vu que de fil en aiguille, il y a des personnes voilà, qui portaient de l'intérêt à ce que je partageais, que ça les aidait, j'avais des remerciements. Donc tout ça me fait dire aussi que je suis bien à ma place et que ce que je fais, ça impacte, ça aide en fait les candidats et je trouve que ça c'est super. Enfin moi je ressens beaucoup de gratitude en fait vis-à-vis de ça, de voir qu'aujourd'hui à mon tour en fait je peux impacter des vies justement et les aider à faire en sorte que cette période soit mieux vécue et qu'ils puissent surtout concrétiser leur projet de base. Aujourd'hui, déjà, tu vois, le fait que tu aies vécu ça, je pense que c'est très légitime finalement dans les gens que tu accompagnes parce que tu sais de quoi tu parles. Je pense que c'est un aspect extrêmement important. Aujourd'hui, tu vis dans le sud de l'Espagne, hein, alors ça peut faire rêver, hein, et tu continues à accompagner les expatriés et les frontaliers en Suisse, mais du coup à distance, en tout cas en grande partie, hein. Je sais que de temps en temps, tu vas aussi en Suisse, mais cette nouvelle expatriation, puisque là, c'est vraiment une expatriation à proprement dit, elle t'a certainement enrichi, elle a affiné ta vision sur aussi ta manière d'accompagner, j'imagine. Est-ce que tu serais d'accord aussi de nous dire qu'est-ce que ce nouveau changement, puisque c'est un nouveau changement, t'a appris peut-être sur toi, sur l'accompagnement? Alors, bon, c'est vrai que déjà la culture espagnole est beaucoup plus familière, que la culture suisse pour moi, puisque je suis d'origine espagnole. Donc finalement, ça, je pense que ça a aidé aussi à faire en sorte que je me sente bien là où je suis, même s'il y a quand même eu de toute façon aussi une période d'adaptation, hein, qui est normale. Après par rapport à mon activité, en fait, je me suis dit, ma priorité, c'est mon lieu de vie et en fait, c'est me poser la question, à partir du moment où j'ai envie de vivre ici, qu'est-ce que je peux faire pour travailler, en fait? Eh ben, je vais créer un business en ligne parce qu'aujourd'hui, c'est quand même «facile» entre guillemets, de le faire. Hem et en fait, je me suis lancée finalement, dans cette voie. D'abord, j'ai commencé à accompagner, les candidats en coaching individuel, donc tout en ligne, hein. On faisait des séances, à distance, en visio, et puis, petit à petit, mon business model a aussi évolué et c'est vrai que j'ai eu envie d'impacter à plus large échelle. Donc c'est à ce moment-là aussi que j'ai eu envie de créer la communauté Suisse Connexion que j'anime aujourd'hui. Donc ça fait un petit peu plus d'1 an qu'elle existe, et j'avais cette vraie volonté de remettre un petit peu d'humain, en fait, dans la recherche d'emploi. Parce qu'en fait, quand on cherche un job et c'est vrai que j'en ai pas tellement parlé, mais on se sent très seul. On a l'impression qu'il y a que nous qui galérons, il y a que nous qui rencontrons les difficultés, alors qu'en fait, pas du tout. C'est vraiment généralisé. Et cette communauté, elle permet aussi aux membres de se sentir beaucoup moins seuls, de se sentir soutenus, d'être rassurés sur le fait qu'il y a toujours quelqu'un finalement qui sera là pour avoir un mot gentil, pour donner un coup de boost. Et on se sent soutenu. Donc vraiment, c'était mon idée de base. C'était vraiment de faciliter en fait les relations aussi entre les membres, et puis un réseau local, parce que c'est aussi ce qui manque beaucoup. Il y a beaucoup d'étrangers notamment qui n'ont pas de réseau local et puis c'est vrai qu'on sait qu'en Suisse, en tout cas, c'est un marché qui fonctionne énormément par le réseau, par la confiance, la recommandation. Mais tout ça, ça se construit et ça prend du temps. Donc moi, là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir offrir un petit groupe de personnes
qui étaient d'accord en fait de pouvoir partager leur retour d'expérience avec les membres de la communauté, leur apporter aussi une vision sur les coulisses des entreprises pour lesquelles ils ont travaillé, les coulisses de cette culture du travail qui est différente, tout ça dans l'optique d'échanger, d'apporter de la compréhension aussi, et de faire en sorte qu'on soit préparé au mieux une fois qu'on sera en poste. Communautaire et d'échange, il est très fort et il nous parle aussi beaucoup chez nous, chez Ciel, hein. C'est quelque chose qu'on met aussi beaucoup en avant d'être, t'es jamais seul en fait. Tu as toujours du monde autour de toi qui te permet d'évoluer. Toi, tu as vécu des hauts, des bas en tant que frontalière en Suisse, en tant qu'expatrié en Espagne, ça a été peut-être un poil plus simple, mais il y a quand même eu une partie d'adaptation que tu as dû faire. Si tu avais 3 outils émotionnels qui t'ont aidé toi et que tu partages maintenant à tes clients, ça serait lesquels? Moi, c'est la méditation. C'est vraiment un outil que j'ai découvert, alors plutôt quand je suis arrivée ici en Espagne, et qui m'aide même aujourd'hui dans mon rôle d'entrepreneur finalement, parce que moi, je fais énormément de parallèles entre ce rôle-là et le rôle de candidat. Parce que finalement, on traverse aussi les périodes d'incertitude, de doute. On doit aussi être proactif dans sa démarche. Donc, en fait, vraiment, il y a énormément de parallèles que j'arrive à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis beaucoup mieux armée. Donc, voilà, grâce à la méditation, euh, grâce aussi aux techniques de respiration. C'est quelque chose qui, moi, m'aide à m'apaiser aussi dans les moments un petit peu de stress. Euh, et puis, je me suis beaucoup aussi un petit peu entraînée à faire de la visualisation sur ce que je voulais faire, sur mes objectifs à atteindre. Et ça, je pense qu'en tant que candidat, ça peut être aussi une vraie clé pour justement se projeter, se donner confiance et puis rester quand même serein dans cette période un petit peu mouvementée de la recherche d'emploi. C'est intéressant, ouais. Tu as évoqué plusieurs fois, d'ailleurs, j'ai pris 2, 3 notes parce que je trouvais qu'il y avait des mots qui revenaient assez régulièrement et qui faisaient aussi écho, je pense, pour moi comme pour Arnaud et je pense toutes les personnes qui traversent ce genre de situation, que ce soit d'ailleurs pour une recherche d'emploi ou même pour une expatriation. Tu as parlé de doute, d'incertitude. Ça précise aussi, ça nécessite du courage, de la persévérance, être confronté à une réalité, hein, parce qu'évidemment, partir en vacances à quelque part où y vivre sont 2 mondes complètement différents, hein, parce qu'évidemment, les vacances, on voit que le côté positif. Une fois qu'on est plongé dans la vie quotidienne, il y a d'autres réalités qui se présentent à nous. Et j'ai retenu aussi cette notion tu parlais de méditation, tu parlais de visualisation, on parle aussi souvent en coaching de coaching visualisation positive. Et puis, je pense qu'il y a aussi la persévérance. Alors, c'est peut-être pas un outil en soi, mais c'est un trait de personnalité. Maintenant, tu vis en Espagne, tu accompagnes ta communauté maintenant à distance, comme tu l'as dit, sur cette plateforme Suisse Connexion. Il y a certainement des avantages, mais aussi des défis. Comment cette distance, elle influence ta relation avec ta communauté? Ouais, c'est une question très intéressante. C'est vrai que la communauté, je l'avais réfléchi d'une certaine façon, avec tout un espace de forum pour faciliter les échanges, avec des lives aussi que j'anime 2 fois par mois, pour faire en sorte que voilà, je sois aussi présente pour les membres. Euh, et finalement, il y a quelque chose qui a été suggéré par les membres, que j'ai décidé de mettre en place, qui à la base n'était pas forcément prévu, c'est de faire des rencontres en présentiel. Alors là, forcément, moi, en étant en Espagne, alors j'étais vraiment très partante pour cette idée-là. Je trouvais que c'était une excellente idée de faire en sorte d'avoir un petit peu comme des after-work entre membres, justement, pour faciliter les relations. Et puis, c'est sûr que on n'a pas le même rapport avec les autres quand on se voit à travers un écran que dans la vie réelle, ça c'est certain. Euh, donc j'ai accepté de mettre en place, d'organiser ce genre de rencontres. À chaque fois, il y avait un des référents. Donc les référents, c'est mon petit groupe de personnes qui sont là pour faire des retours d'expérience aux membres de la communauté. Un référent qui anime en fait une rencontre en présentiel. Et puis donc j'ai mis ça en place. Et puis finalement, alors il n'y a pas de récurrence vraiment, mais c'est on va dire une fois tous les 2, 3 mois que justement il y a ce genre d'événement qui est organisé localement. Alors ça peut être il y a sur Genève beaucoup et puis aussi dans le canton de Vaud pour pouvoir permettre à tout le monde de participer. Et évidemment, lors de ces rencontres, moi, à chaque fois, je ressens énormément de frustration parce que j'ai envie d'être avec eux. Et je peux pas forcément me libérer comme j'en ai envie. Malgré tout, je suis quand même venue du coup sur Genève en novembre dernier pour participer justement à une rencontre et faire en sorte que cette fois ce soit moi qui l'anime. Et ça a été super parce que justement là on se voit en chair et en os avec les personnes qui me font confiance. On arrive à tisser des liens qui sont beaucoup plus forts.
Donc c'est vrai qu'à chaque rencontre, j'ai cette petite pointe de frustration, mais en tout cas, moi, je fais aussi le nécessaire pour essayer quand même d'y aller et d'être présente en fait dans ces moments. Tu mets en place, en fait, tu une sorte de facilitateur, hein, pour ta communauté, pour qu'en fait, ils puissent profiter, en fait, de toute l'expérience et du réseau et ça nous amène un peu à la prochaine question parce que dans nos parcours d'expatriation, je pense, Stéphane, tu vas me rejoindre, on a vraiment découvert l'importance du réseau. Donc, bon, en Suisse, on me disait déjà, hein, ton réseau, c'est presque le plus important. Donc, tu l'as mentionné avant quand tu disais. Et comment tu aides concrètement maintenant les membres de ta communauté à construire ce réseau en Suisse? Quelles sont les spécificités culturelles à comprendre pour réussir une expatriation, une intégration réussie en Suisse dans ce pays francophone qui est à côté de la France, mais qui n'est pas la France? Ouais, ouais, exactement. Bah déjà, la communauté, moi, l'idée, c'était vraiment de leur apporter un petit peu sur un plateau un réseau local. Donc déjà, il y avait cet accès facilité où finalement, contrairement à si jamais on est dans cette démarche un petit peu en solo et on essaye, par exemple, à travers LinkedIn, de créer des nouvelles connexions, c'est toujours un peu délicat. Souvent, on nous répond pas. On n'a pas la bonne approche non plus. Et puis, en fait, ça n'aboutit à pas grand-chose. Là, l'idée, c'était vraiment de leur dire, ces personnes-là, elles sont disposées à vous répondre. Donc, vous allez avoir des réponses. Donc, rien que ça, c'était quand même quelque chose de très nouveau. Et pour moi, dans mon idée, vu le besoin qu'il y avait, c'était quelque chose de récurrent de la part des candidats. Ah bah, ce qui me manque pour réussir, c'est le réseau. OK. Alors moi, à ce moment-là, je me suis dit, je vais créer ce petit groupe de personnes et puis je vais faire en sorte que la mise en relation soit facilitée. T'en parlais à Arnaud et c'est vrai que c'est vraiment ça. Et en fait, finalement, même avec le recul, je me suis rendu compte que malgré tout, c'est encore pas suffisant. Et ça vient souligner quelque chose qui, moi, je trouve est assez intéressant. C'est que même quand on met à disposition quelque chose, les gens ne font pas le petit effort finalement qu'il leur reste à faire pour quand même entrer en contact. Il y a plein de membres de la communauté qui n'ont jamais contacté un seul référent. Et c'est tellement dommage à mon sens, parce qu'ils sont là pour ça. Et, euh, et en fait, finalement, je pense que c'est pour ça que la question de la posture, de l'approche, elle est déterminante quand on veut réussir un projet. C'est qu'on ne peut pas attendre que ça arrive, que ça tombe du ciel. Moi, je j'ai jamais pensé ça. Je me suis toujours donné les moyens finalement de réussir mes projets. Et je pense que si j'en suis là aussi, c'est pour ces raisons, parce que personne ne va venir nous sauver de quoi que ce soit, de notre situation. C'est à nous de prendre un peu les rênes et de se dire, quels que soient les obstacles, j'y vais. Mais surtout, comme tu disais, Stéphane, je passe à l'action. C'est comme ça aussi qu'on avance. Donc, le réseau, c'est un pilier de la recherche d'emploi en Suisse. Il faut savoir avoir la bonne approche justement parce qu'en Suisse, on fait pas confiance facilement. Ça prend du temps. Il faut y aller vraiment un petit peu à tâtons. Il faut se mettre dans une posture de, on va dire, d'humain à humain en fait, et pas venir avec cet état d'esprit de, ben, est-ce que vous avez un contact alors qu'on n'a jamais échangé avec la personne? Ça, ce sera très mal vu. Et puis la personne dira, bah non, je n'ai pas de contact. En fait, on se connaît pas. C'est avant tout, je pense, beaucoup de relations humaines, beaucoup d'intérêt pour l'autre, beaucoup de curiosité, mais une curiosité qui soit saine, en disant, bah par exemple, voilà, j'ai découvert votre parcours. J'ai remarqué que, je sais pas, vous avez réussi votre reconversion professionnelle. Moi, actuellement, je me pose des questions. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on puisse un petit peu échanger rapidement un court moment? Je veux pas abuser de votre temps. Mais en fait, tout ça, c'est des façons de faire, c'est des façons d'amener un petit peu le message qui vont faire que on va avoir des réponses. Parce que moi, quand je donne ces conseils-là aux candidats, ils le font, ils ont des retours et ils sont les premiers surpris. Ah, mais on m'a répondu. Mais oui, mais parce qu'il faut y aller avec la bonne approche, en restant humble, en restant respectueux à tout moment, et puis surtout être dans la bienveillance, dans le remerciement. Si quelqu'un vous a offert de son temps, le lendemain, c'est un message, c'est merci, vous m'avez apporté des conseils qui sont précieux. C'est ça, en fait, entretenir une bonne relation qui après pourra peut-être ou peut-être pas, mais quoi qu'il en soit, ça reste un contact de gagner, une relation créée qui pourra peut-être après déboucher sur autre chose. Mais le réseau, de toute façon, c'est clé et c'est pas, on va dire que c'est un moyen de trouver un emploi, mais c'est pas l'objectif du réseau, c'est surtout de créer de l'échange avec les autres. Ouais, c'est intéressant parce que effectivement, dans tout ce que tu mets en place, tu as aussi évoqué que tu crées enfin, tu proposes en fait des masterclass hein, mensuelles, c'est juste, hein, à ta communauté. Est-ce que tu aurais peut-être un exemple de ce que tu partages dans le cadre de ta masterclass, que tu enseignes et qui permet justement, alors là, tu as donné un joli exemple déjà, mais peut-être un autre encore où
tu aides à transformer justement leur démarche pour qu'ils réussissent dans leur recherche. Alors c'est vrai qu'à travers les masterclass, j'aborde plusieurs thématiques en lien avec la recherche d'emploi. Il y en a une qui est très importante, c'est celle où on parle du CV, parce que quoi qu'on en dise, le CV, ça reste l'outil phare pour pouvoir accéder à un entretien. Et moi-même, à l'époque, j'avais un CV qui n'était pas du tout valorisant finalement. J'en avais pas conscience non plus, mais en fait, il me desservait plutôt que me servait dans ma démarche. Et c'est vraiment un outil qu'il faut soigner. Donc, cette masterclass dédiée sur le CV, elle permet vraiment aux candidats, il y a un vrai avant-après. Moi, j'ai des belles histoires justement racontées par rapport à ça, ou des profils qui sur le papier comme ça, on pourrait se dire, mais non, t'as aucune chance, tu vas pas y arriver. Profil junior, pas d'expérience en Suisse, non résident. Et ben en fait, la personne a refait son CV intégralement à travers les trames que je fournis aussi, en mettant en application les conseils que je partage. Elle est passée de 0 entretien à 3 entretiens en 2 semaines. Donc en fait, à un moment donné, l'outil peut être, on va dire, le coupable, c'est vrai. C'est pas forcément le seul coupable qui fait qu'on n'arrive pas à accéder à l'entretien. Et c'est ça, c'est la grosse problématique des candidats. C'est cette barrière en fait à laquelle ils se confrontent de je postule à des offres et puis j'ai pas de retour. Changer son CV, ça peut clairement faire la différence. C'est magnifique. On pourrait t'écouter des heures, je crois, sans autre. Mais on arrive gentiment déjà à la conclusion de ce podcast. Christine, ton parcours de la France à la Suisse, à l'Espagne, c'est vraiment un indicateur. Ça nous montre comment on peut quand même dans cette démarche d'expatriation, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent, qui se projettent à vouloir vivre à l'étranger, travailler à l'étranger, etc. pour les motivations qui leur appartiennent. Mais on voit que ça peut devenir un puissant catalyseur de transformation personnelle déjà. On commence par, tu l'as beaucoup évoqué, et aussi professionnel, bien entendu. On grandit là-dedans. Et à travers de ton histoire, on voit aujourd'hui comment les défis que tu as traversés, et je pense que tu peux être fier de toi, te permettent de transformer même sa mission de vie. Tu as dit, j'ai senti, c'était dans cette direction maintenant que je voulais aller, d'accompagner des gens. Je trouve ça magnifique, et on vit une époque pour ça qui permet beaucoup de choses, et en même temps qui est très compétitive, hein. Et puis il faut y aller. C'est pas un claquement de doigts. Puis le rêve se réalise. C'est un vrai investissement, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est aussi de l'argent. Et je pense que là, ton témoignage nous apporte beaucoup d'éléments. Ah, je te rejoins complètement, Stéphane. Puis surtout nous, tu vois, en tant qu'expatriés aussi, c'est ce qu'on disait au début de podcast, Christine, c'est que ça résonne fort. Enfin, personnellement, ça résonne fort en moi. On sait que ces expériences, elles forgent un peu ton identité. Tu ressors pas la même chose d'une expérience, même si c'est frontalier. Tu es en contact avec d'autres personnes, donc ça va changer ton identité. Ça va améliorer ta résilience d'une certaine manière, parce que pas simple, hein. Tu dois sortir de ta zone de confort, tu dois te remettre en question, tu dois te poser, tu dois changer certaines choses. Si tu avais un message à donner à tous ceux qui écoutent ce podcast ou qui écouteront ce podcast demain, qui traversent peut-être un moment pas simple par rapport peut-être leur propre traversée du désert comme toi tu l'as vécu, ça serait quoi ce message d'espoir que tu pourrais transmettre à toutes ces personnes? Déjà, j'aurais envie de leur dire que c'est normal, qu'ils sont pas seuls. D'accepter en fait qu'il y ait des hauts et des bas. Ça fait partie du processus. Donc, je pense que déjà, quand on a cette phase d'acceptation, on se dit que voilà, ça rassure aussi. On se dit, ok, c'est temporaire en fait. Vraiment, le mot aussi, c'est temporaire. Donc, accepter justement ces périodes un petit peu où la motivation est en chute libre, c'est normal. Entourez-vous aussi de personnes, mais qui vous tirent vers le haut. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui sont positives et qui ne rejettent pas non plus la faute sur tous les éléments extérieurs du monde. Je pense que aussi dans cette situation, il faut se responsabiliser. Alors, c'est difficile, c'est clair, mais vous êtes le seul en fait à pouvoir changer les choses. Donc, écoutez des podcasts aujourd'hui, notamment ce podcast qui, je pense, pourra aussi redonner un petit coup de boost. C'est ce que je souhaite en tout cas. Mais écoutez des podcasts, essayez de vous intéresser aussi au développement personnel, à l'intelligence émotionnelle, aux outils qui peuvent vous aider finalement à mieux vivre cette période. Parce qu'en fait, ok, la situation elle est ce qu'elle est, mais il y a quand même des moyens de faire en sorte qu'on la vive du mieux possible, parce qu'on ne maîtrise pas tout quand on est en recherche d'emploi ou qu'on est justement expatrié. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, mais je pense que l'important, c'est de justement rester focus sur ce qu'on maîtrise. Ce qu'on maîtrise, c'est le fait de
quelle est ma réponse en fait à la situation que je suis en train de vivre, comment est-ce que je fais pour la gérer au mieux et comment je fais aussi pour trouver des ressources pour m'en sortir et faire en sorte d'aller vers du mieux. Donc voilà, pour moi, ce serait ne lâchez rien, faites-vous confiance aussi et puis surtout osez passer à l'action. Ah, c'est magnifique. Merci beaucoup pour ce message, Christine. J'ai dans le cœur que beaucoup de gens l'entendent parce que je sais qu'il est sincère. Merci pour ce partage qui est vraiment justement sincère, que je trouve profond, que tu t'es aussi ouverte à partager avec notre communauté et la tienne en l'occurrence aussi, ton parcours et qui va pouvoir avoir résonance. Moi, en tout cas, ton histoire, elle résonne en moi, elle résonne certainement en nous. Si je parle entre Arnaud et moi, on en parle assez. Et sans doute au cœur de nombreux auditeurs. Pour finalement répondre à notre question initiale, l'expatriation devient un catalyseur de transformation quand on ose justement affronter l'inconnu, aller dans cette zone d'inconfort, traverser des épreuves, parce que et combien il y en a, hein, ça c'est sûr. Et puis ça devient des vraies leçons de vie, déjà sur nous-mêmes, sur la relation aux autres. Et sincèrement, je pense qu'on peut que grandir là-dedans. Et j'aime bien le dire, des fois on me dit «Ah, t'as de la chance, etc.» Non, c'est pas une question de chance, c'est vraiment un choix qu'on fait, si possible éclairé, pas sur simplement une révolte ou comme ça, mais ça se prépare, ça se planifie. Et si je devais citer quelqu'un, je pourrais citer Nelson Mandela. Il disait dans la vie, je perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Tu l'as mentionné à différentes reprises d'ailleurs tout à l'heure, en disant voilà, l'art de rebondir, cette vallée du doute ou presque du désespoir. On se dit mais c'est pas possible. Et ça, je peux te dire, on le rencontre beaucoup, surtout quand on vit à l'étranger, encore peut-être plus dans la vie en général, mais quand on est à l'étranger, parce qu'on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes repères. Et ça a été dit plusieurs fois aussi, l'importance du réseau, sur qui s'appuyer. Pour moi, ton parcours, Christine, il en est la preuve vivante que chaque défi qu'on rencontre, chaque défi qui est surmonté, c'est une victoire déjà sur soi-même, parce que tu l'as dit, c'est dans nos mains. Et chaque apprentissage, c'est un peu comme une graine qu'on plante pour inspirer les autres. Et je trouve que c'est magnifique de donner ce message-là, quoi. Je peux que te rejoindre, Stéphane. Merci beaucoup, Christine, pour ce partage. Moi, c'était un plaisir de partager le micro avec toi aujourd'hui. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, qui souhaitent savoir plus sur Christine et ses services, vous pouvez la retrouver sur LinkedIn. Je crois que c'est Christine Fuertes. On mettra ça aussi dans la description de la vidéo. Vous pouvez la rechercher. C'est assez facile à trouver. Moi, je t'ai trouvé, donc je pense qu'on va trouver facilement. Pour développer vos propres compétences en intelligence émotionnelle durant votre parcours d'expatriation, vous pouvez aussi découvrir les formations qu'on propose chez Ciel. Allez jeter un coup d'œil sur notre site internet, ciel-ie.com. Vous avez plein d'informations. Puis vous pouvez prendre contact soit avec Stéphane, soit avec moi. Puis on sera un plaisir de vous répondre. Donc, merci à toi, Christine, pour ce partage. Juste pour rebondir là-dessus, Christine, on se connaissait pas il y a quelques mois déjà en arrière. C'est aussi au travers de LinkedIn, j'ai eu un coup de cœur pour un post que tu as donné et que je me suis dit mais c'est tellement ça. Et on est rentré en contact et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses à partager. Et c'est aussi le fruit de ce contact. Donc LinkedIn, ça fonctionne aussi, on rencontre des gens, on partage, etc. Et on se réjouit peut-être un jour de venir te rendre visite en Espagne, pourquoi pas. Voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas, maintenant je m'adresse à vous, la communauté, n'oubliez pas de vous abonner, de partager ça nous aide aussi, partagez vos réflexions en commentaire, mettez vos commentaires, c'est toujours intéressant. On répond à tous les commentaires. Et puis, si cet épisode il vous a parlé, likez, transmettez à des personnes le lien en disant « Tiens, j'ai vu un truc intéressant, ça peut être inspirant pour toi, ça peut être un beau cadeau que vous faites à quelqu'un. » Et je dirais qu'ensemble, on construit des parcours d'expatriation plus humains, plus épanouissants. Vous avez aussi Christine qui vous accompagne pour ça. Et nous, on est plutôt aussi du côté de l'intelligence émotionnelle. Merci de nous avoir suivis et j'espère à bientôt pour un prochain épisode.